Bonjour à tous, dans ce premier épisode de Basique, on va parler du concept de jouer sa peau. Pourquoi ce sont ceux qui prennent des risques qui ont du pouvoir? Et comment l'absence de prise de risque dans les hautes sphères de pouvoir délégitimise jusqu'au plus haut niveau tous les gouvernements depuis plusieurs décennies. Le concept de jouer sa peau a été modernisé par Nassim Nicolas Taleb dans le livre du même nom sorti fin 2017. Nassim Nicolas Taleb est un statisticien, essayiste et praticien des mathématiques financières américano-libanais. Il est connu pour avoir écrit le livre Le Cygne Noir, que je mentionne brièvement dans ma précédente vidéo, et dont l'iconographie a sans doute inspiré le logo de la chaîne Thinkerview. Jouer sa peau, c'est simplement l'idée que pour obtenir des résultats, il faut prendre des risques et bien les calculer. Historiquement, l'idée de jouer sa peau était bien plus présente. Tous les chefs de guerre étaient des guerriers eux-mêmes, et la société était gouvernée par ceux qui prenaient des risques et non ceux qui les transféraient. Moins d'un tiers des empereurs romains sont morts dans leur lit, et une bonne partie d'entre eux est morte sur le champ de bataille comme Julian ou Constantin. Même aujourd'hui, les monarques tiennent leur légitimité des risques qu'ils prennent. Par exemple, la famille royale britannique s'est assurée que le prince Andrew prenait plus de risques que la normale durant la guerre des Malouines de 1982. Parce que c'est aussi ça que ça veut dire d'être lord. Certains peuvent alors penser qu'avoir comme meneur des guerriers signifierait civilisation et progrès. Ce n'est pas le cas, mais c'est tout aussi vrai qu'avoir un pouvoir centralisé autour d'une bureaucratie n'est pas idéal non plus, car une bureaucratie est une construction par laquelle une personne est commodément séparée des conséquences de ses actes. La bureaucratie empêche par défaut de jouer sa peau. C'est tout le problème de nos institutions actuelles. Plus personne n'est vraiment responsable, car personne ne paye le prix de ses erreurs ou des erreurs de l'institution. Le truc, c'est que l'on apprend plus de ses erreurs que de quoi que ce soit d'autre. Les autres ont du mal à vous convaincre, là où la réalité le fait beaucoup mieux. La bureaucratie, en transférant les risques, contribue alors aussi à transférer l'apprentissage. Et sans apprentissage, pas d'évolution. Les interventionnistes, les académiques ou les technocrates défendent pourtant la théorie de l'évolution, mais rejettent en même temps le concept de jouer sa peau, alors qu'il n'y a pas d'évolution sans jouer sa peau, car l'évolution, c'est la survie. L'évolution permet l'erreur, et certaines d'entre elles deviennent des succès, améliorant alors la capacité de survie d'une espèce, d'une idée ou d'une entreprise qui joue sa peau. C'est par élimination de tout ce qui ne garantit pas la survie que l'évolution se poursuit. Le problème fondamental de la centralisation et des institutions bureaucratiques est d'éliminer la notion de jouer sa peau au profit de suivre des règles. Règles inventées par les bureaucrates qui ont pour utilité d'accroître, ou au moins de maintenir, le pouvoir de la bureaucratie, aux dépens souvent de ses objectifs assumés. D'une certaine façon, ils suivent la raison bureaucratique, par analogie avec la raison d'État dont j'ai parlé sur le premier podcast de ma série sur le cours de Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. S'il continue à oublier de jouer sa peau, le système bureaucratique ou technocratique est voué à l'échec. On voit déjà qu'il perd de plus en plus sa légitimité, et surtout de son efficacité. Ne paye-t-on pas plus d'impôts que nos aînés alors que les services publics semblent se dégrader? Nos élites, qu'elles soient politiques, médiatiques, académiques, technocratiques ou financières, ne veulent plus prendre les risques qui assuraient auprès du public leur légitimité. C'est pourtant essentiel. Si certains rechignent à le voir, c'est parce que l'on a du mal à comprendre que la principale chose que peut nous enseigner un professeur, c'est de devenir professeur. Pour apprendre le stoïcisme ou l'art de la forge, il vaut mieux l'apprendre d'un stoïque ou d'un forgeron que d'un professeur. Personne ne devient académique ou éditorialiste de carrière sans raison, et leur raison c'est qu'en tant qu'académique ou éditorialiste, ils ne jouent pas leur peau. Ils laissent ça aux autres, à ceux qui agissent, aux héros dont ils conteront les histoires. Il faut à Samuel Tarly 7 saisons et demie de Game of Thrones pour comprendre ça, quand il se rend enfin compte que la vie d'académique n'a aucun effet bénéfique sur le monde. Are you sure you want to do this? You always wanted to be a maester. I'm tired of reading about the achievements of better men. Et il a raison, si on sait autant de choses sur les figures illustres de Napoléon, Jules César ou Cléopâtre, c'est parce que ce sont des gens qui ont marqué le monde en jouant leur peau. C'est leurs aventures que racontent des historiens qui, eux, vous sont inconnus. Vous connaissez sûrement Astérix et Obélix, mais peut-être pas leurs auteurs, car ce ne sont pas leurs propres aventures qu'ils racontent. Et c'est là le principal problème actuel de nos élites intellectuelles et médiatiques. Les intellectuels ou les éditorialistes, qui vous proposent des théories sur tout un tas de choses, pratiquent rarement ces choses. Ils sont donc incapables de les comprendre de la manière dont le ferait un praticien. La raison pour laquelle il faut alors se méfier des élites bureaucratiques et technocratiques est bien résumée par Thomas Sowell dans son livre Intellectual and Society. Il est difficile d'imaginer une façon plus stupide ou plus dangereuse de prendre des décisions que de remettre ces décisions entre les mains de personnes qui ne paient pas le prix d'avoir tort.
Les intellectuels, les éditorialistes, les prétendus experts ou encore les académiques des universités de sciences humaines ne jouent jamais leur peau sur leurs théories. C'est pour ça qu'elles sont pour la plupart fumeuses. Ils ont été incapables de voir la crise de 2008, incapables de prédire la victoire du Brexit ou encore celle de Trump. Le monde n'est pour eux qu'un concept abstrait, et à la réalité des interactions qui le parcourent, ils lui préfèrent leurs théories personnelles plus abstraites encore, et souvent sans utilité pratique. C'est parce qu'ils évoluent dans un milieu fermé où ils écrivent, jugent et sont jugés, par et pour d'autres intellectuels ou éditorialistes, qu'ils persistent souvent dans leurs erreurs. Le documentaire réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat sur l'essai de Serge Alimi, Les Nouveaux Chiens de Garde, est très révélateur par rapport à ça. Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que Nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira 9 mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Moi, ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 95% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit que, au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues dans le passé. C'est quand même, je veux dire, un univers, au fond, qui est très résilient, qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé, quand même. Je veux dire, le jeu conjugué des banques centrales et même des gouvernements, on se dit l'empirisme en réalité prévaut, au-delà des postures idéologiques, et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Et justement là-dessus, c'est du Minc grand cru. Et là, il est en grande forme. Hein. Il est en grande forme, c'est-à-dire qu'il a plus que les prodromes de la crise du siècle. Hein. On est au-delà des signes avant-coureurs. Hein. Mais non, le système est résilient, il va avaler ça, et on va glisser onctueusement, et la croissance va repartir. Il y a un certain niveau de spéculation intellectuelle répétée, avec toujours le même type d'erreurs, et des erreurs énormes, qui devraient être également sanctionnées, non pas sur le plan financier, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, un système démocratique devrait interdire à ces gens-là de conserver leur position, leur statut de grand expert, de grand prêtre, de ceux qui nous disent le vrai. Alors, nous en sommes très loin. C'est le propre de tout ce qui s'est passé avec cette crise. Elle a pris à revers, et là on voit, je veux dire, c'est la séquence du contre-pied même, ça. Hein. Elle a pris à revers tous ces gens qui, pendant 20 ans, ont certifié que la déréglementation était le meilleur des systèmes. Bon, là, c'est la démonstration à grand spectacle d'une erreur, d'une colossale erreur. Bon. Donc s'il y a une chose basique à retenir de ce concept, c'est qu'il faut uniquement écouter les conseils de ceux qui les appliquent, de ceux qui sont prêts à payer leurs erreurs, de ceux qui jouent leur peau. Car comme disait Confucius, l'homme sage qui joue sa peau apprend de ses erreurs. L'homme plus sage qui joue sa peau apprend des erreurs des autres qui jouent leur peau. C'était PH, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et aussi à vous abonner. Moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode de Basique.